Grâce à Internet www.tv5.org, vous pouvez gagner un superbe tour du monde pour 2 personnes, Paris, Los Angeles, Papeete, Auckland, Nouméa, Sydney, Bangkok, Paris, en venant simplement découvrir sur Internet la nouvelle grille des programmes de TV5. www.tv5.org. Bonne chance! Je vous signale... Magique, qui décuple les forces. Je peux en avoir. Non, non, Obélix, non, et tu le sais bien. Je l'ai tombé dans la marmite étant bébé, les effets de la potion sont permanents chez toi. Oh, que je voudrais être calife à la place du calife. Oh. J'ai toujours le sentiment que je vis sur un malentendu. Je dis aux gens que je suis drôle et les gens le croient. Et ça me paraît un malentendu qui devrait un jour se résoudre. Et c'est très, très inquiétant, ça. Et ce n'est pas du cinéma que je fais là. C'est un sentiment profond d'inquiétude constante. Mais de temps en temps, vous trouvez un truc, et vous dites, alors là, c'est pas mal, je suis quand même le type le plus formidable du monde. Ça dure 4 secondes, 5 dans les bons cas. Toute la Gaule est occupée. Toute, non. Car une région résiste victorieusement à l'envahisseur. Une petite région entourée de camps retranchés romains. Joe, quand est-ce qu'on mange? J'ai faim. Et toi, ce qu'il nous faudrait, ce sont des chevaux. Ah oui, c'est bon les chevaux. Marche de chevaux, marche de chevaux. Goscinny était un homme qui ne pouvait se complaire que dans le fait de pouvoir faire rire les autres. Quand il travaillait, sa passion, c'était de trouver une idée qui lui paraisse suffisamment bonne pour la mettre sur papier. Mais quand il avait trouvé l'idée qui lui semblait bonne, alors là, c'était le nirvana. Il avait sa petite machine à écrire, toujours la même, puis alors là, il levait ses petits doigts en l'air, là, comme ça, puis toc, il commençait à travailler. Il commençait à pondre son scénario, et là, c'était, pour lui, c'était, je vous dis, c'était sa raison de vivre. Il était heureux parce qu'il sentait qu'il était dans l'élément pour lequel il avait été fait. Il avait été conçu depuis sa naissance pour ça. Gilberte, son épouse, m'a souvent raconté quand René avait à écrire un nouvel Astérix ou un nouveau Lucky Luke, elle voyait pendant 2 ou 3 jours un homme qui tournait en rond, qui disait « Ah oui, c'est fini, le célèbre Goscinny, le grand humoriste, il est mort. Je suis incapable d'avoir une idée et je vais arrêter. C'est bien simple, je ne vais plus faire Astérix. » Et elle le voyait se désoler, fumer trop de cigarettes, s'enfermer, ressortir de son bureau. Et puis, un jour, le lendemain, le surlendemain ou 3 jours après, elle ne le voyait plus sortir, elle entendait le tic-tac régulier de la machine à écrire. La machine de Goscinny s'était mise en route. Astérix, Obélix, is no good, Dilat Larat, Papa, Hubert de la pâte feuilletée, Lucky Luke, Rantanplan, le petit Nicolas. Des personnages de papier, expression de l'humour vif d'un scénariste exceptionnel, au parcours exemplaire. À travers ses multiples collaborations avec les plus grands dessinateurs de son temps, René Goscinny donna ses lettres de noblesse à la bande dessinée. En parfait maître du langage, il installa une formidable complicité entre lui et ses lecteurs, qui firent de ses œuvres des best-sellers absolus. René Goscinny avait fait de l'humour sa profession, mais un humour ludique, tonifiant, jamais revanchard ou militant. Un humour présent dans toutes ses créations, que la toile de fond en soit le Far West, la Gaule ou l'Orient. Avec un seul but avoué, provoquer l'éclat de rire chez son prochain, tout simplement. Et aussitôt après,
Et je suis parti en Argentine en 1900. Le 17 octobre 1945, René Goscinny, jeune dessinateur, débarque à New York pour y tenter sa chance. Chômage, petit boulot, notamment interprète dans une société d'import-export marocaine, 7 années de galère dont il gardera toujours un souvenir amer. New York, pour lui, a été un passage difficile. Il m'en parlait jamais avec de joyeux souvenirs. Lui y arrivait pour gagner sa vie, ne connaissant pas ou très peu la langue, ne connaissant personne sinon la famille qui l'accueillait là-bas, puisque c'était un oncle qui était installé et qui l'a retrouvé là-bas. Et il m'a dit qu'il en avait bavé des ronds de sa peau. Cet oncle lui avait écrit, quand René était encore en Argentine, « Il faut absolument que tu viennes en Amérique, c'est le pays des possibilités illimitées, etc. » C'était vraiment le rêve américain à ce moment-là. Mais moi, j'ai vu Goscinny quand il était à New York, et c'était pas du tout les possibilités illimitées. C'était les vaches maigres, il faut bien dire ce qui est. À New York, René Goscinny devient assistant dans un studio de dessin où il illustre des cartes postales et des livres pour enfants. Tout en faisant ses premières armes, il partage ses sandwichs avec une bande de jeunes talents américains, Harvey Kurtzman, Willie Elder ou Jack Davis, qui fonderont plus tard le mythique magazine Mad. Et il rencontre un jeune dessinateur belge, Maurice de Bévert, alias Maurice, dont il reprendra bientôt les scénarios de Lucky Luke. Je crois qu'il a assez rapidement compris quand même que ça n'était pas son vrai métier. Au point de vue dessin, il cherchait la facilité, il n'osait pas se risquer à des choses. 1951. René Goscinny arrive en Europe. À Paris, à Bruxelles, il court les rédactions en cherchant du travail. Il rédige sans cesse textes, nouvelles, articles, scénarios. Il collabore à presque toutes les publications destinées à la jeunesse. Spirou, Tintin, Junior, Vaillant. Mais surtout, il se lie d'amitié avec de jeunes talents qui débutent ici en même temps que lui, comme Jean-Jacques Sampé, Albert Uderzo ou Jean-Michel Charlier. J'ai vu tout de suite que c'était un gars particulièrement doué dans l'humour. Il n'était vraiment satisfait que s'il pouvait faire rire les gens. En plus, c'était souvent un espèce d'humour visuel. C'est un peu ça qui m'a donné envie de faire appel à lui pour un scénario. Ne sachant pas au début, évidemment, que j'allais travailler avec lui jusqu'à sa mort. Ce qui m'a frappé, je me souviens, c'est que dès le premier scénario qu'il m'a fait, c'était 100% professionnel. Ça ne sentait pas son débutant. C'était particulièrement professionnel dès le début. À ce moment-là, c'était la grande époque du western. Et j'avais voulu faire un pastiche, mais ça allait devenu encore beaucoup plus, un peu sous l'influence de Goscinny. Et Lucky Luke est devenu à 100% une parodie, disons, une parodie du cinéma western. Quand il va faire les scénarios de Lucky Luke, où il va faire revivre les merveilleux Dalton que Maurice avait tués à la fin d'un épisode, qu'est-ce qu'il va faire? Il va reprendre tous ses souvenirs des westerns qu'il a vus dans son enfance et il va les aménager pour en faire la parodie du monde d'aujourd'hui et déformer une réalité pour la caricaturer et la rendre drôle. Oh, ça ne s'arrange pas. Voilà maintenant qu'on a volé le décor. Hé, il te reste de l'eau? Non, Joe. Tu n'as pas voulu m'écouter. Je t'avais dit que nous ne portions pas assez d'eau. C'est vrai, Joe. T'aurais dû l'écouter. On a soif, Joe. Je n'ai pas à l'écouter. Ça n'est pas lui le chef. Et pour ce qui est de l'eau, pensez à autre chose. Chantez. C'est à boire, à boire, à boire. C'est à boire qu'il nous faut. Oh, oh. Arrête! Tais-toi! C'est une des choses qui me fait le plus rire chez René, c'est l'invention des imbéciles.
Nous connaissons tous des imbéciles dans la vie, mais personne n'a jamais su les caractériser, les montrer, les faire éclater. Ce sont des personnages savoureux et gentils de toute façon. Mais je pense bien sûr à Avrel Dalton, qui est un des imbéciles les plus éblouissants que je connaisse, ou bien le merveilleux Rentemplant. Trouver autant de rebondissements sur Rentemplant, de faire un chien crétin, et d'arriver à le réinventer à chaque fois une nouvelle connerie ou une nouvelle lubie, à chaque album où intervient Rentemplant, c'est vraiment costaud. Et Avrel aussi, c'est pareil. Il y a un mec qui ne dit que quand est-ce qu'on mange, et arriver à trouver tout un truc là-dessus, le mec qui ne comprend jamais rien, qui est toujours à côté de la plaque, et qui jusqu'à fin, il n'y a que ça qui l'intéresse, avec une dimension émotionnelle en plus costaud des fois. D'un seul coup, Avrel, il se révèle de temps en temps être vachement... de temps en temps, il a des éclairs d'intelligence comme Rentemplant, quoi. Comme veut ce type, il a une tête de voleur de prison, lui aussi. Il ne comprend rien. Il ne reconnaît même pas Lucky Luke. Il passe un album entier à se demander qui est ce type. Moi, je peux le lire, mais 100 fois, et 100 fois, je me marre. Il dit, ah ouais, ce cow-boy qui gagne toujours à la fin, Jerry Spring, tu fais, oh, c'est vraiment, il n'y a aucune chance. Jusqu'au bout, il va dans le mur. Voyons. C'est sans doute un jeu. Que dois-je faire? Oh, il y a une chose qui leur fait toujours plaisir. Je vais faire le beau. Il y a une connaissance très très précise du côté rassurant de l'aspect répétitif. Une grande fantaisie, on part dans tous les sens, mais pouf, on revient toujours sur des repères. Des repères qui font qu'on est bien là. On est bien là avec la même personne. Tu vois ? Et ça, c'est quelque chose qui caresse l'âme d'une façon formidable. Et tous les bons artistes connaissent ça. Vous savez, ça, c'est tous les bons clowns. C'est le running gag, c'est comment je pourrais dire, la répétition, voyez, rassurante, qui fait que toujours le soleil se lève après la nuit. Et que tous les soirs, la lune arrive. Et que après la pluie, il y a le beau temps. Lorsqu'il a repris Lucky Luke de Maurice, au début, il a eu beaucoup de mal à faire admettre qu'il puisse signer les scénarios qu'il écrivait. Et donc, dans un premier temps, on ne voyait sur les planches que ses initiales, R.G. Et ça n'est qu'après que RG, qui avait vu ses initiales et qui disait... Or, c'était ses initiales à lui aussi, puisqu'il s'appelait... RG s'appelait Georges Rémy. Donc Hergé avait fait remarquer à Maurice, autant que je me souvienne, qu'il pouvait y avoir une confusion dans le public. Et donc il avait demandé à Maurice à ce que le détenteur des initiales Hergé qui lui écrivait les scénarios signe de son nom, bien entendu. C'est comme ça que René Goscinny, en tous les cas c'est comme ça que René Goscinny me l'a raconté à moi, c'est comme ça que René Goscinny a réussi à faire en sorte que ces scénarios soient signés. Il a un avantage sur moi, il faut que je me méfie. Lui, il peut faire les scénarios, moi, je peux pas faire les dessins. C'est ça, j'ai jamais su dessiner Lucky Luke. Vous avez essayé? Bien sûr, en cachette, en me disant, si un jour il est fatigué, pof. Mais j'ai pas réussi. Puis le cheval, il a plein de pattes. 4, c'est énorme. Par contre, j'ai vu Goscinny écrire, taper à la machine, un scénario d'une page de Lucky Luke en 9 minutes, 5 secondes ou quelque chose. Oui, j'ai voulu fignoler ce jour-là. Oui. J'ai dit, on va faire une chose... En 1955, René Goscinny entame une collaboration avec Jean-Jacques Sempé pour une œuvre unique en son genre, à laquelle il vouera toujours une tendresse particulière. D'abord sous forme de bande dessinée, puis de romans illustrés, tous deux imaginent le récit à la première personne du quotidien d'un jeune garçon. Le petit Nicolas vient de naître.
peut se demander ce qui fait le succès du petit Nicolas. Je pense que c'est qu'il ressemble à n'importe quel enfant que connaissons, au nôtre en particulier. C'est un peu votre avis, Sampé, Goscinny? Eh bien, oui, je crois. Le petit Nicolas est un enfant normal, c'est-à-dire il est gourmand, il est bagarreur, il aime jouer au football, il aime s'amuser. Ceci dit, il est très gentil, ce n'est pas un enfant terrible. C'est pas à la fois Jojo? Non, absolument pas. Quand il lui arrive de faire quelque chose qui ne réussit pas, enfin, une gaffe, c'est plus une gaffe qu'une méchanceté, ce n'est jamais une méchanceté. Vraiment, nous avons essayé là de présenter un enfant comme le sont, nous pensons, nous espérons, la majorité des enfants. Et c'est pour cela que nous pensons enfin, que les enfants se retrouvent dans Nicolas et les parents retrouvent dans Nicolas leurs enfants en même temps qu'ils se souviennent de leur propre enfance. Le petit Nicolas est un véritable chef-d'œuvre, non pas seulement d'observation, mais de littérature. Et c'est un truc qui est étudié dans certaines écoles et je pense que c'est à juste titre. Parce que vous arrivez à digérer, à restituer pas seulement les choses extérieures, mais au moment où il écrit d'être le petit Nicolas, pour ça il faut être à la fois l'adulte et l'enfant. Et Goscinny pouvait tout à la fois être l'un ou l'autre. Il était à la fois son personnage, son lecteur et lui-même. Je me suis aperçu d'une chose qui a facilité mon travail, c'est que les enfants actuellement ne sont pas tellement différents des enfants de l'époque où j'avais cet âge-là. C'est-à-dire qu'ils ont malgré tout un peu les mêmes préoccupations, ils aiment un peu les mêmes choses, ils aiment jouer pratiquement au même jeu, ils sont toujours gourmands, ils aiment toujours manger des glaces et des bonbons et des caramels. Alceste, c'est le meilleur copain de Nicolas, c'est celui qui est de tous les coups. Alceste est un gros qui mange tout le temps. Et quand on lui serre la main, elle est toujours collante, la main, parce qu'il y a toujours de la confiture dedans. Il y a Rufus, dont le papa est agent de police et qui a toujours sur lui un sifflet à roulettes, qui est un souvenir de famille, et c'est pour ça qu'il est toujours arbitre dans les matchs de football. Ça provoque des histoires parce qu'il est arbitre et joueur en même temps, alors il a tendance à favoriser son camp. Il y a Clotaire. Clotaire, c'est le dernier de la classe. Il est toujours dernier. Chaque fois qu'il est interrogé, il est privé de récréation. Quand il amène son livret scolaire, il est privé de télévision, il est privé de cinéma. Et quand le directeur le gronde, il dit « Vos parents se privent de tout pour vous donner une éducation ». C'est une famille où on se prive beaucoup. Il y a une façon de comprendre, d'évoquer, de raconter l'enfance que je n'ai jamais vue ailleurs. Je ne connais pas d'autres exemples de ce style de littérature que le petit Nicolas. C'est un cas unique. Et les gens qui le connaissent et qui l'aiment bien disent « Oui, c'est très amusant ». C'est beaucoup plus que ça. C'est un truc qui restera et qui sera un jour redécouvert. Oh, que je voudrais être calife à la place du calife. Oh, tiens, si j'avais un moule à légumes, j'en ferais de la purée. Là, comme ça, là, ah voilà. Et si j'avais un broyeur, je le réduirais en poussière avec un broyeur. Non, non, mieux que ça, un marteau-pilon. Oh, il y a un marteau-pilon, là, je pourrais mettre le calife dessous. Travailler avec Goscinny, j'étais fou de joie. J'ai dit, bon, je vais faire un truc avec lui, ça me plaisait. Donc on est rencontrés. Il avait fait une histoire. Il avait fait une histoire de détective privé qui se passait à New York, tout ça. Il me demandait de faire des personnages. J'ai fait des personnages. Et puis quand je l'ai revu, il me dit « Tiens, j'ai fait le synopsis si tu veux le lire. » Alors j'ai lu le synopsis, ça se passait au Moyen-Orient, à Bagdad. J'ai dit « Mais c'est pas... » Ah oui, je sais pas si j'ai changé d'idée. On va faire un méchant vizir qui veut être calife à la place du calife. Et il avait eu cette idée-là dans le petit Nicolas, où il avait fait une histoire où pendant la sieste, le moniteur racontait une histoire d'un méchant vizir qui voulait prendre la place, et c'est là qu'il a eu cette idée-là. Ce qu'il faut, c'est que je fasse boire le calife. Comme ça, il deviendra moi. Et moi, je deviendrai calife à la place du calife. Le calife à la place. Et je me suis amusé à faire une parodie de la méchanceté. Je me suis dit, je vais faire un personnage tellement méchant qu'il va en devenir sympathique. Il a tous les défauts. La seule chose qui le fait rire, c'est le malheur des autres. Il est avare, il est criminel, il est abominable, mais il l'est tellement qu'on finit par prouver que c'est pas possible, et ça fait rire les gens, et les gens le trouvent sympathique. C'est lui le héros. Et tous les gens qui sont autour de lui n'ont que des motivations basses. Et ils le disent en plus. On n'avait jamais fait un personnage méchant dans la bande dessinée. C'était jamais vu. Tous les héros étaient automatiquement gentils, servaient la morale, étaient pleins de bons sentiments, quoi. Alors faire un personnage méchant. D'ailleurs au départ c'était les aventures du calife Haroun el-Poussa. C'était pas Isnogoud. Mais tout de suite il a pris la vedette.
Moi, c'est un merveilleux défoulement. J'aime beaucoup le calembour, qui n'est pas toujours populaire. Et dans Is No Good, j'ai habitué le lecteur au fait qu'on y va sans pudeur et sans filet. Et là, j'en mets au maximum. J'avais par exemple, pour vous donner un exemple de la qualité du calembour, j'avais un personnage qui s'appelait Bête, c'est pour la vie. Et il était cantonnier. Ça faisait cantonnier Bête, c'est pour la vie. Vous voyez, avec ça, je suis heureux pendant des heures. Je peux lui dire de sortir, moi je lui dirais de sortir à Goscinny sur des trucs comme ça. Sans déconner, tu dis non, là t'as pas le droit. Je veux dire qu'on a fait toute cette page pour arriver à ce truc, à ce jeu de mots monstrueux. Donc il y a vraiment du gratuit, des fois du vraiment lourd. Je trouve ça très très bien d'aller dans le pas noble. Justement, c'est pas que noble, c'est des fois vraiment bête, quoi. Très très bête et très long pour arriver à un truc très crétin, avec beaucoup de fatigue pour y arriver. C'est beaucoup de... Je ne suis pas spécialiste des calembours, mais lui, il savait les faire. Hein. Il était fabuleux pour ça. Mais j'aimais bien, moi, j'étais content. Il me dit, ah, t'as lu? Et il y en avait même, des fois, même certains, je n'avais pas pigé sur le coup. J'ai dit, qu'est-ce que t'as voulu dire, là? Tu te fous de moi, là. T'as pas compris? On se marrait. Hein. Quelle prétention et quelle bêtise ce serait de vouloir définir l'humour, l'esprit, le talent de Goscinny, son système de gag. Non, il n'est jamais le même, il n'est jamais où on l'attend, on ne sait pas à quoi va lui servir tel personnage, parce que les personnages ne font pas que lui servir à quelque chose, que servir à son histoire, ils sont là pour être eux-mêmes, et comme tous les grands écrivains, Goscinny écoute ses personnages lui parler. C'est quelqu'un qui veut comprendre les gens, et pour les comprendre, il faut se mettre à leur place, les mettre en scène, les pousser dans leur retranchement, les montrer tels qu'ils sont, mais montrer aussi pourquoi ils sont comme ça. Puis je trouve qu'il y a un amour de la nature humaine, jusque dans ses pires travers, qui est une chose dont on a beaucoup besoin dans un monde où on a trop tendance aujourd'hui à considérer que l'humour ne sert qu'à démolir et qu'à briller sur le dos des autres. Goscinny n'essaie jamais de briller sur le dos des autres. Au contraire, il essaie de le mettre en lumière. Mimine! Mais Mimine, c'est moi qui dois être sur ce bouclier. Je suis le chef, après tout. Je dois aller faire les courses. Je te rendrai le bouclier après. En attendant, mets un peu d'ordre dans la maison. Un sanglier refuserait d'y vivre. Si on dresse un catalogue de tous les personnages de Goscinny, on arrive à un monde d'une richesse formidable. Et tout ce qui me passionne dans les rapports humains dans le village d'Astérix, entre les commerçants, entre les hommes et les femmes, tous ces types humains qui, à partir de leur structure initiale, évoluent d'un album à l'autre et sont soumis à des variations infinies. Tout cela, c'est de la nature humaine, c'est pas de la volonté de scénariste. Et il y a une écoute, une observation, une tendresse pour tous ces gens-là qui, allant de pair avec la technique et l'astuce et le talent de Goscinny, fait qu'on a une vraie comédie humaine. Il y a une espèce de générosité, une espèce de folie, et puis toujours ce style un peu très élégant quelque part aussi, à la fois très humain, mais très aristocratique quelque part. Une notion d'humour qui est quand même assez classe, assez jetée, avec des mots bien choisis, et puis une utilisation de la langue qui est absolue. Parce qu'il y a certains dialogues dans Astérix, et aussi dans Lucky Luke, où c'est presque de la musique. Parce qu'il joue avec les mots, il joue avec l'écriture, il joue avec le découpage, et c'est comme une partition musicale. Ça monte, ça descend, ça danse, c'est de la musique, et après, hop, ça éclate, et on passe à autre chose. C'est très fin, je trouve que c'est très aristocratique comme écriture. Et en même temps, une aristocratie vraie, c'est-à-dire celle du cœur et du rapport avec les autres. J'ai 3 parties de ma vie, j'ai ma naissance, j'ai la rencontre avec celle qui est devenue mon épouse, et puis j'ai la grande amitié de René Goscinny. Quand nous nous sommes rencontrés, je ne dis pas que c'était le coup de foudre, il ne faut pas exagérer, c'est pas... mais il y a des atomes crochus qui se font tout de suite.
Et là, c'était très rapide. On avait le même langage. On avait 24 ans, donc on se cherchait un peu et on avait besoin de se reposer l'un sur l'autre parce que nous étions dans une situation financière difficile, d'une part, dans une situation, dans une époque très difficile sur le plan professionnel, où le dessinateur était très peu reconnu. Quant au scénariste, alors il était totalement ignoré. Bien sûr, le gros travail du scénario, c'est lui évidemment qui le bâtissait. Il se mettait chez lui, il écrivait un synopsis complet de A à Z, qui m'envoyait tout de suite et qui me donnait à lire. Et là, pour moi, c'était une fois extraordinaire, parce que je lisais ça en me délectant, et évidemment, je l'appelais tout de suite pour lui dire, parce que je sentais qu'il était au bout du fil, qu'il attendait ça avec impatience. Et j'ai souvent raconté que la seule farce, mauvaise farce d'ailleurs, que je lui ai faite un jour, c'est que ça tardait, il m'a téléphoné, il m'a dit alors, j'étais dans ma campagne, alors, et j'ai fait pouf. Et j'ai entendu, mais alors j'ai entendu ce qu'on peut entendre quand il y a un blanc, un silence de mort. Puis comme je sentais que vraiment ça tournait mal, je lui ai dit maintenant couillon, mec, c'est formidable comme toujours. Et là il m'a enguirlandé, alors il m'a dit mais ne me fais plus jamais ça, espèce de con. Enfin, bref, je vous passe les noms d'oiseaux dont il m'a affublé. Et je savais qu'il fallait plus que je fasse ça, parce que vraiment il souffrait terriblement. Et quand il travaille, est-ce qu'il s'enferme? Non, pas du tout. Il ne faut pas qu'on aille, faut pas le gêner, il ne faut pas l'embêter. Mais en général, il laisse sa porte ouverte. On entend sa machine à écrire. Alors, de temps en temps, il sort de son bureau, il tourne dans l'appartement. Il arrive dans la pièce où je suis en me disant je vais me tuer. Ah bon? Alors j'ai l'habitude. Je dis ah bon, tu vas te tuer? Très bien. Oui, j'ai plus d'idées. Je ne trouverai plus jamais d'idées. Bon. Au début, j'étais un peu étonnée. Je me dis ça y est, il a une dépression nerveuse. Quand il m'avait dit 5 fois dans l'heure qu'il allait se tuer, j'y croyais pas tellement, mais je me disais que il allait avoir des problèmes psychologiques. Et puis maintenant, j'ai une telle habitude que s'il cherche des idées qu'il ne m'a pas dit au bout de 2 ou 3 heures qu'il allait se tuer, je pense que c'est inquiétant. Je vous parlais des incertitudes et des inquiétudes de Goscinny. Moi, je les ai vues, je les ai vécues. Et il en bavait. À la fin, disons que c'était moins évident, parce que tout de même, à partir du moment où il avait l'idée, la machine démarrait. Mais parfois, il restait, tout le monde, 8 jours, 15 jours, sans l'idée. Il était malheureux, mais malheureux physiquement, abattu, en disant « je suis foutu, je suis vidé, j'ai plus d'idées ». Là, au mieux de sa réussite, c'était une star. Vous vous dites, au moment de vous mettre à chercher une idée, vous vous dites, mais il n'y a pas de raison que cette idée vienne. Pourquoi viendrait-elle? Il n'y a aucun mécanisme, on ne met pas quelque chose en marche. Et jusqu'à présent, ça vient, jusqu'à présent, c'est venu. Pendant que je vous parle, je me demande si ça va continuer à venir. C'est ça l'angoisse. Ça va venir, hein? Mais oui. Non, je me tue. Mais oui. Vous savez, on a été un jour, je me rappelle, dans une salle d'attente d'aéroport, et il y avait un petit jeune homme, 16 ans, 17 ans, qui lisait, c'était pas un Astérix, qui lisait un album de bande dessinée, et à un moment donné, il s'est mis à rire. Mais vraiment à rire. Et Goscinny a dit, tu vois ça, c'est notre Légion d'honneur. Le 29 octobre 1959 sort le premier numéro du journal Pilote à l'initiative de Radio Luxembourg, avec pour sous-titre le grand magazine illustré des jeunes, dont la légende dira que les 300 000 exemplaires disparaissent dans la journée. À la tête du journal, une petite équipe de copains, dont Jean-Michel Charlier, Albert Uderzo et René Goscinny, qui créeront ici leur série culte. Hubinon et Charlier imaginent Barbe Rouge, le fameux démon des Caraïbes. Uderzo et Goscinny animent pour la première fois les aventures d'un petit Gaulois répondant au nom étrange d'Astérix. Enfin, Uderzo et Charlier inventent Tanguy et la Verdure, destinés à devenir les célèbres chevaliers du ciel. Dès lors, la bande dessinée ne sera plus jamais la même. Pilote est né en octobre 59 et c'est né de la volonté d'une poignée de garçons
qui, travaillant pour la Belgique, puisqu'à l'époque la bande dessinée venait essentiellement de Belgique et des États-Unis, ont décidé, d'une manière un peu chauvine, quand on les connaissait, c'est rigolo, parce qu'ils étaient tout ce qu'on voulait, mais chauvins, mais de faire un journal français, 100%, etc. Et ils se sont jetés dans l'aventure, chacun apportant soit son talent, soit ses économies. Donc une troupe d'aventuriers du stylo, du pinceau et de la machine à écrire, et qui sont jetés là et qui ont créé, sans le savoir, ce qui allait être, à mes yeux, en tout cas, le creuset de la bande dessinée telle qu'on la lit à présent, quoi. J'ai pu voir René Goscinny à cette époque-là, au simple scénariste, et participer à toutes les étapes de la création du journal. Je me souviens notamment qu'on avait tous été sollicités pour trouver le graphisme du titre. Et donc, moi comme les autres, ceux du début, on a essayé de trouver le graphisme du titre du journal, Pilote. Et Goscinny s'y est mis comme les autres, c'est-à-dire qu'un jour, en arrivant à la rédaction, je l'ai vu, il était en train de tirer une langue pas possible, un pinceau à la main, et il dessinait Pilote à la gouache. C'est un titre qui n'a pas été retenu, le mien non plus du reste. Le partage était très clair entre Goscinny et Charlier. Il y en avait un qui s'occupait des dessinateurs réalistes et de la narration réaliste, et l'autre qui s'occupait des dessinateurs humoristiques et de la qualité des narrateurs humoristiques. Je pense qu'ils avaient tous les deux, enfin je pense avec une certitude quasi absolue, qu'ils avaient tous les deux un domaine très très précis et qu'ils n'empiétaient pas sur leur territoire respectif. Ils étaient assez mignons, assez jolis à voir tous les deux, parce qu'il y avait une énorme amitié. C'est quand même, je crois, Charlier qui, quand René Goscinny est arrivé des États-Unis, qui a donné le premier petit coup de pouce pour que Goscinny avance dans le métier. Je crois que Goscinny s'en est souvenu très longtemps. Et ils étaient complémentaires, ils étaient complices, ils étaient... Charlier, belge, un humour de bonne chair, de sourire, de rigolade, de récits interminables, et Goscinny beaucoup plus réservé, beaucoup plus anglo-saxon. Mais je crois qu'ils s'aimaient beaucoup et qu'ils se respectaient beaucoup en ayant des qualités un peu similaires. Charlier était un remarquable scénariste, mais un scénariste à la Dumas, à la feuilleton, à suivre. Goscinny était beaucoup plus tiré au cordeau. Il avait Charlier en face de lui, hein, Charlier et lui. Lui, il avait un bureau impeccable, il n'y avait rien dessus, mais rien. Vous veniez à son bureau, par exemple, vous déplaciez un truc comme ça, comme ça, il le remettait. Quand vous alliez chez lui et qu'on buvait un pot, alors il mettait, pourtant c'était une table qui n'était pas fragile, il vous mettait un sous-verre, vous buvez un coup, vous posiez le verre à côté, il se levait, il fallait clac, il le remettait dessus. Il était terrible. Alors, Charlier, qui travaillait comme un... C'était démentiel, lui, hein, c'était démentiel. Il envahissait, petit à petit, tout envahissait le bureau de Goscinny. Et Goscinny, de temps en temps, il poussait tout ça, brrr, ça tombait partout. C'était spécial, quoi. Quand nous avons eu la possibilité, par l'avenue du journal Pilote, de créer un personnage qui soit à notre goût, nous avons créé ce petit personnage grotesque, qui était plutôt un anti-héros qu'un héros. Et la réussite d'Astérix nous a... Les premiers étonnés ont été les auteurs eux-mêmes. On s'y attendait pas du tout. Et puis ensuite, on s'est habitué ô combien gentiment de cette situation, bien sûr. Uderzo et René ont souvent raconté la façon dont est né Astérix. Ils avaient besoin pour ce nouveau journal Pilote d'une série. Ils songeaient à faire un roman de renard, puis ils se sont aperçus que quelqu'un était en train de le faire. Roman de renard qui était le moyen de raconter les vices des hommes au travers des animaux. Après tout, Goscinny, c'est une sorte de La Fontaine avant tout. Et alors ils cherchent dans le répertoire historique et ils tombent sur les Gaulois. Donc ils vont utiliser l'archétype gaulois
et pour y montrer ce qui se passe dans le monde contemporain. J'ai le plaisir de vous présenter messieurs Astérix et Obélix. Ah bah oui, je crois qu'il faut y aller. Messieurs, tout d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir bien voulu quitter votre village pour venir nous rendre visite en direct sur ce plateau. Vous n'avez pas le trac, au moins? Bah, non. Moi, je suis plus à l'aise avec les Romains, mais ça va. Astérix et vous, Obélix, avez-vous conscience d'être la caricature des Français? Caricature vous-même? On dit que vous êtes susceptible, bagarreur. Qui a dit ça? Parce que si c'est vous, vous allez ramasser une baffe, hein. Bon, écoutez, je vous remercie et je vous demande maintenant de laisser votre place, s'il vous plaît, à vos pères, messieurs Goscinny et Uderzo. Oh, ces deux-là. Partout où on va, il faut qu'ils nous suivent. Allez, viens, Obélix. Messieurs, je suis très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Hé, Astérix, ton casque. Eh ben, lâche-le. Donc, messieurs, pour vous moquer des Français, vous avez décidé d'utiliser des Gaulois. C'est normal, parce que les Français ressemblent beaucoup à leurs ancêtres les Gaulois. Écoutez ce qu'en dit César dans les commentaires de la guerre des Gaules. En Gaule, non seulement toutes les cités, tous les cantons et fractions de cantons, mais même, peut-on dire, toutes les familles sont divisées en partis rivaux. Et il ajoute plus loin, tous les peuples y sont groupés en deux grands partis. Les années 65-66 sont les années où Astérix devient un phénomène. Alors là, René se met à voir grandir le succès avec tous les soucis qu'entraîne le succès, c'est-à-dire les critiques, c'est-à-dire les difficultés de se faire comprendre, la difficulté de se dire est-ce que dans cette langue que je connais pas, Astérix est bien traduit. Vous voyez, il devient le chef d'une entreprise qui est l'entreprise Astérix. René Goscinny a été bien sûr très heureux du succès grandissant de son œuvre. Vous comprenez le nombre de millions d'exemplaires qui se vendaient partout et qui se vendaient partout dans le monde. Donc Astérix a été sacralisé. Et il y a une chose qui l'a assez vite agacé, c'est qu'on était en plein gaullisme. Et que des gens disaient « Oh, bah, bien sûr, oui, mais c'est normal, c'est le gaullisme, c'est l'esprit français revanchard, glorieux, provoquant. » Je me souviens qu'il m'avait dit un jour, il m'avait dit « Je voudrais bien qu'on m'explique pourquoi en Finlande, où on vend le plus d'exemplaires par tête d'habitant, pourquoi en Finlande on fait un succès dans un pays où on se moque complètement du gaullisme et du général de Gaulle. » Je ne peux ni être chauvin ni nationaliste. Quelqu'un qui a beaucoup vécu à l'étranger ne peut pas l'être parce qu'il le voit de l'autre côté. Alors, vous souffrez du chauvinisme, vous souffrez du nationalisme. Quand vous vivez à l'étranger, il arrive toujours que quelqu'un vous dise « Si ça vous plaît pas ici, rentrez chez vous ». On vous dit que vous venez manger leur pain, on vient toujours manger le pain des autres. Alors, il faut être un demeuré pour après faire ça quand on rentre chez soi. Dans tous les pays où je suis passé, c'est le plus grand pays du monde, avec la plus forte armée du monde. Tout le monde pleure devant son drapeau et tout. Alors vous prenez ça avec une petite distanciation quand même. Alors vous pensez bien que je ne me suis pas amusé à faire d'Astérix le chantre de ça quand même. Qu'on soit allemand, italien, anglais ou danois, on s'intéresse au personnage qui devient un mythe éternel. C'est ça l'important. Gaulois! Vous avez triomphé de toutes les épreuves. Vous avez exécuté avec succès les 12 travaux que je vous avais imposés. Vous êtes donc des dieux. Et on ne peut pas lutter contre des dieux. Vous êtes nos maîtres. Je dépose mon sort et celui de Rome entre vos mains.